des deux présentateurs de cette rencontre. Pour vous les présenter, justement, il se trouve qu'autour de Pérec, le micro, ce serait peut-être bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas ce genre de réflexe. Je suis un débutant, voyez-vous, dans ce genre de tâches. Oui, c'est mieux comme ça. Voilà. Alors, tout ce que j'ai dit avant ne comptait pas. Donc, on reprend tout. Je vous présente Marilyn Eck et Claude Burgelin autour d'un auteur que nous aimons tous, Georges Perec. Quand je mets de l'affectif là-dedans dès les premiers mots, c'est parce que je le ressens comme ça, et c'est pour moi une petite énigme de laquelle on va discuter. Alors j'ai plusieurs thèmes à vous proposer, Claude Burgelin et Marilyn Eck, et à un moment quelconque, j'aborderai moi-même un thème qui m'est cher, une partie de l'œuvre de Georges Perec qui ne se présente pas sous forme de roman, de poème, mais qui se présente très bêtement sous forme de mots croisés, ces trucs stupides qu'on trouve dans les gares. Et c'est une œuvre littéraire de grande dimension pour laquelle je dirai quelques mots si le temps s'y prête. Pas le temps au sens weather. Voilà, donc Claude Burgelin et Marilyn Eck sont ce qu'on pourrait appeler des pérécologues, parce que tous les deux enseignent dans des grandes universités avec des noms de patrons sympathiques, Louis Lumière à Lyon et François Rabelais à Tours, et tous les deux normaliens et tous les deux amoureux de littérature et tous les deux ayant publié des livres sur plusieurs sujets, mais autour de Perec aussi. Alors, concernant Georges Perec, Marilyn et Claude, je vais vous demander en tout premier, où est la spécificité de Georges Perec? Il a actuellement 81 ans et quelques mois. S'il n'avait pas disparu en 1982, il aurait donc pas mal de dizaines d'années en plus, et il y aurait pas mal d'autres livres de Perec qui seraient publiés. Et quoique il soit mort en 1982, il est d'une certaine façon notre contemporain. C'est une expression qu'on utilise souvent à propos de lui. Son œuvre est toujours vivante, et donc il y a une spécificité de Perec. Pourquoi est-ce que son œuvre est tellement vivante? Pourquoi il y a tellement de travaux universitaires autour de lui? Et pourquoi est-ce qu'il y a probablement tellement d'amour autour de lui? Tu commences? Je pense qu'en effet, la spécificité de Perec est liée à son grand succès posthume. C'est que peut-être que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais l'une des grandes spécificités de Perec, c'est d'être extrêmement polygraphe. Il disait qu'il ne voulait jamais écrire 2 fois le même livre, et de fait, il a réalisé ce programme, et il a écrit des livres très différents dans leur forme, dans leur genre. Il a touché à tous les genres, le roman, le récit, l'autobiographie, le théâtre, la poésie, et même le cinéma, et même des pièces radiophoniques. Et je pense qu'on trouve assez rarement dans l'histoire de la littérature, et même donc des mots-croisés, sujet dont on parlera aussi, je pense qu'on trouve assez rarement dans l'histoire de la littérature un écrivain aussi polygraphe, aussi polymorphe. Et cela explique en partie sa postérité, puisque ça fait que beaucoup de lecteurs peuvent se reconnaître dans Perec, et mais son œuvre. Il y a les amateurs de mots croisés, il y a les amateurs de grands romans reliés à plat ventre sur son lit, comme disait Perec, La vie mode d'emploi, les amateurs d'autobiographie lisent W ou Souvenirs d'enfance. Voilà, et donc chacun peut trouver son bonheur dans Perec, et c'est le cas des lecteurs, je ne sais pas comment dire, lambda, mais aussi le cas de nombreux écrivains.
qui s'inspire aujourd'hui de Pérec et qui participe à sa grande postérité. Si il a aussi tout ce succès posthume, c'est aussi parce que beaucoup d'écrivains se revendiquent de lui, se reconnaissent dans son œuvre et du coup la poursuivent à leur manière. Pérec est devenu aujourd'hui une référence littéraire, pardonnez-moi cet adjectif que j'aime pas, mais incontournable. Comme l'est Proust, comme l'est Kafka, comme l'est d'une certaine façon Céline. Toute entreprise d'écriture aujourd'hui a à se situer par rapport à ce qu'a fait Pérec. Parce que Pérec et ses écrivains, je pense à Descartes, je pense à Rousseau, qui ont vécu des expériences de, entre guillemets, premier homme. Quand Pérec évoque dans W ou le souvenir d'enfance le temps du Vercors, c'est-à-dire sa deuxième enfance. La première enfance, il dit je n'ai pas de souvenir d'enfance, tout est perdu. Il a perdu l'image même de sa mère, tout cela est englouti. Et c'est un second Georges Perec qui se reconstruit grâce à l'univers des signes, des lettres, des nombres. Et c'est l'épopée de cette reconstruction que nous assistons dans la seconde moitié de W. Souvenir d'enfance. Et donc il vit là une expérience de premier homme, de Robinson d'une certaine façon. Le Vercors étant comme une île. Et les écrivains qui ont vécu cela, qui nous ont fait vivre cela, sont des écrivains déterminants. Je pense à Descartes, qui est effectivement enfermé dans son poêle, un beau jour de novembre 1619, déracine l'arbre de la connaissance et dit il faut que je remets les compteurs à zéro. Et j'essaye de voir pourquoi je suis, si Dieu existe, comment je pense, et où ça me mène tout ça. Et il va renouveler la science et le savoir pour 2 siècles. Jean-Jacques Rousseau, c'est un orphelin comme Pérec, qui a eu une existence chaotique, qui a été laquais, ce qu'aucun grand écrivain n'avait été jusqu'à présent, puisque les écrivains sortaient plutôt des collèges de jésuites, qui a eu une vie assez pitoyable, et qui vit une expérience lui aussi de premier homme, et qui se pose des questions fondamentales. D'où vient le langage? D'où vient l'inégalité parmi les hommes? Est-ce que la culture corrompt? Et qui écrit la première vraie autobiographie en essayant de partir du commencement de l'enfance, de voir comment il est devenu l'adulte qu'il est devenu. Et ayant fait ce trajet, Rousseau est devenu quelqu'un qui a propulsé et Marx, et Freud, et tous les renouveaux de la pensée éducative. On pourrait continuer ça à l'infini. C'est donc un auteur clé, un auteur buté, comme l'a été Descartes. Eh bien, Pérec, on s'aperçoit peu à peu, et ça, on s'en aperçoit au fil des ans. J'avais dit ça en 1982, au moment de sa mort. Mais depuis qu'il est mort, on a eu des messages de Pérec d'outre-tombe tous les 3 ans, grâce en particulier à ces petits livres de cette collection, le librairie du XXIe siècle. Pérec, quand il est mort, il est mort très brutalement. Son cancer n'a été diagnostiqué que très peu de semaines avant sa mort, donc il a laissé tout en chantier. Ce chantier a été dûment classé, rangé, et c'est au fond Georges Perec, aujourd'hui à la bibliothèque de l'Arsenal. Et ce fonds était d'une richesse extrême. Et on en a donc tiré ces petits volumes qui ont peu à peu changé l'image qu'on avait de Georges Perec. Avec Marilyn, on a concocté, au mois de novembre dernier, un cahier de Lerne sur Georges Perec. Et l'un des contributeurs, Yvan Jablonka, celui qui a eu le prix Renaudot pour Laetitia cette année, a dit « Je tiens Perec pour un chercheur en sciences humaines ». Une phrase qu'on n'aurait jamais sortie en 1982. Chercheur en sciences humaines, il pense notamment à ce petit livre qui s'appelle L'infraordinaire. Je vous lis quelques phrases de l'infraordinaire.
Décrivez votre rue, décrivez-en une autre, comparez. Faites l'inventaire de votre poche, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères. Qu'y a-t-il sur votre papier de pain? Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de téléphone? Pourquoi? Etc. etc. C'est des questions d'enfants de 7 ans. Peut-être moins. Des questions de l'enfance. Mais les questions de l'enfance sont, vous savez tous, les bonnes questions. Les questions auxquelles il est parfois bien difficile de répondre, et elles touchent à chaque fois au devenir, à la radicalité même des choses. Alors la sociologie fait de vastes considérations sur la ville, l'urbanisme, etc. Pérec qui pose des questions élémentaires sur l'espace. Il écrit espèce d'espace et comment nous vivons à travers, nous passons d'un espace à l'autre. Et comment ces différents passages entre les espaces déterminent nos vies. 68 disait « il faut changer la vie », et bien lui dit qu'il faut peut-être changer nos relations à nos différents espaces. Ce que je veux dire par là, c'est que donc Pérec pose des questions anthropologiques, des questions fondamentales, et il les pose avec la langue la plus simple, souvent de façon plaisante, souvent de façon rigolarde, avec beaucoup d'humour et de prestesse, et je crois qu'on lui est très reconnaissant de cela. Et c'est une œuvre donc qui, au bout du compte, redéfinit la littérature et ses champs, et ça c'est une entreprise donc tout à fait magnifique. Voilà donc un début de réponse, parce que il faut continuer là-dessus, sur la spécificité de Pérec. Mais il y a quand même quelque chose d'énigmatique, le fait que dans les années entre 1970 et 1982, j'ai fait connaissance avec Pérec à travers un livre, et puis un autre livre, puis un troisième. Je ne voyais pas du tout qu'il était un polygraphe tellement riche. Et d'autre part, son intérêt pour l'infraordinaire, c'est-à-dire notre quotidien, cet intérêt sociologique n'était pas du tout évident à l'époque. Ça s'est découvert au fur et à mesure. Alors, ma deuxième question, le deuxième thème que je vous propose, c'est qu'est-ce qui peut enflammer les lecteurs de Pérec? Parce qu'il y a effectivement une passion qui brûle beaucoup de ces lecteurs, et encore plus de ces chercheurs, c'est la richesse littéraire de ses œuvres, son lien avec, je ne sais pas quoi, Proust. Quel rapport entre l'écriture du quotidien, du contenu d'un bureau et la littérature, la grande littérature telle qu'on la connaît avec Proust. Personnellement, je n'ai pas de doute sur les réponses là-dessus, mais je voudrais les entendre de vos voix, Marilyn Eck et Claude Gurgelin. Question difficile. Oui. Le rapport entre Pérec et Proust. Hein. Ouais. Bien sûr, il y en a un rapport. Pérec a lu Proust plus que sérieusement et il le cite. Par exemple, Un homme qui dort commence par une citation de Proust. Un homme qui dort tient, alors je ne sais plus textuellement, il n'est pas là, tient le cercle des, je sais quoi, Le cercle des heures, etc. Voilà, il y a ça. Il y a un projet qui n'était pas publié, qui était un projet un peu infraordinaire justement, de récapituler toutes les chambres dans lesquelles il avait pu dormir pendant sa vie. Ça s'appelait Lieu où j'ai dormi. Et donc il avait le projet de faire la recension et la description de toutes les chambres où il avait pu passer une nuit ou plus durant sa vie. Donc on peut dire que c'est un projet très proustien. Il y a toute cette dimension du coup mémorielle qui ramène à Proust. Et par ailleurs, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans l'histoire littéraire, telle qu'elle se dessine dans la critique, dans les choses universitaires que je lis, il y a presque une sorte de polarisation qui est en train de s'installer, qui est de faire de Proust le plus grand écrivain. On sait, c'est